Alors bonjour, bienvenue à la médiathèque Valais-Sion. On peut enlever peut-être nos masques maintenant. Donc bienvenue pour cette rencontre ici sur le site des Arsenaux. Je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui deux artistes femmes. C'est aussi important, il y a plein d'artistes femmes. Et deux artistes intéressantes qui ont un point commun, c'est leur rapport à la nature dans leur travail. Et c'est pour ça qu'elles sont réunies aujourd'hui. Donc, bienvenue Laurence Piaget-Dupuis. Merci, bonjour. Bienvenue Laetitia Salamin. Merci beaucoup, bonjour. Merci d'être là. Alors, peut-être simplement pour commencer, pour que le public, pour que nous, spectateurs de votre travail, de vos œuvres, puissions un peu faire connaissance, je propose de vous présenter très succinctement l'une et l'autre. Et puis ensuite, l'une après l'autre, vous allez nous faire un peu entrer, je vais vous poser des questions sur les œuvres qui sont conservées ici à la médiathèque Valais. La médiathèque conserve dans sa collection deux œuvres de Laetitia Salamin et puis une œuvre de Laurence Piaget-Dupuis. Donc on va les montrer à l'écran pour que chacun puisse les voir. Et puis on va un peu les décrire pour que vous nous aidiez aussi à comprendre votre démarche. Et puis ensuite on se posera des questions, on discutera. Et puis le public pourra poser des questions, écrire des questions qui nous seront retransmises pour pouvoir y répondre tout à l'heure en fin de rencontre. Alors Laetitia Salamin, vous avez réalisé un master anciennement l'ECAV, aujourd'hui EDA, à Sierre, donc cette école de design et haute école d'art du Valais. Ensuite, un master à la Haute École d'Art de Berne. C'est juste, Haute École des Arts. Le bachelor à Sierre et le master après à Berne, ouais. C'est ça. Et le master à Berne en enseignement artistique, parce que vous enseignez aujourd'hui à côté de votre démarche artistique. Exact. Vous enseignez au collège? Oui, au lycée-collège de La Planta. Voilà. Et vos œuvres, donc votre pratique artistique, vous la menez en parallèle, et le public a pu voir vos œuvres dans des expositions à la fois personnelles, collectives, différentes villes, différents cantons aussi. Je crois qu'il y a eu quelque chose à Genève, mais aussi à Fribourg. Vous avez vécu à Fribourg? Oui. Fribourg, Bienne, en Valais, Sion, Sierre. Il y a eu d'autres lieux aussi, et dans des cadres assez différents. Par exemple, que ce soit à la Galerie La Grande Fontaine à Sion, vous avez eu une exposition, il n'y a pas très longtemps, deux expositions. Mais aussi, par exemple, à Fribourg, dans le cadre du Belluard, qui est ce festival très intéressant consacré aux arts vivants contemporains. Là, c'était, je crois, plutôt une installation. C'est ça. Où le public était un peu invité à entrer et à participer. Oui, et c'était une collaboration avec un groupe de théâtre, en fait, qui travaille plutôt le théâtre et qui était grec, et qui m'ont invité, ainsi que d'autres artistes de la région, à participer à leur projet. Ok. Le théâtre, on en avait parlé une fois avec Laurence, très rapidement. Mais voilà, tout d'un coup, ces collaborations avec aussi d'autres médiums, d'autres artistes, d'autres personnes, avec le public aussi, dans une installation. On reviendra là-dessus, sur aussi la place de l'installation dans votre travail, et en particulier chez Laurence. Et puis, vous avez aussi exposé dans l'espace rencontre de la Ferme Asile il y a quelques années, pas très longtemps, peut-être en 2018 ou 2019, 2018 je crois. 2018 ou 2018. Le temps passe assez vite. Une œuvre qui s'appelait Interstice. Et puis voilà, on en reparlera aussi. Peut-être maintenant, on peut montrer les deux œuvres qui sont conservées ici, dans la collection. Donc le public, normalement, vous pouvez les voir. Et puis, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le public les voit? C'est en train de venir. Laetitia, je vous propose, voilà, donc visiblement c'est bon. On va maintenant, Laetitia Salamin, je vais lui poser quelques questions pour que vous puissiez comprendre aussi ces œuvres, parce que déjà, là sur l'écran, elles sont
grandes, enfin elles occupent toute la place. C'est des œuvres qui ne sont pas de grand format. Non, alors ce sont plutôt de petits formats. Mhm. Là, on est autour de 15 par 20 cm, même des fois un peu plus petit. Donc c'est quelque chose comme ça. Voilà, mais même un peu plus petit, je pense 10 par 15 ou... Mhm. Je sais, j'ai plus exactement les millimètres en tête, mais on est dans du petit format. Je travaille beaucoup les petits formats en fait, sur papier, carton. Et donc oui, ces deux œuvres-là, c'est une technique mixte. Oui. Donc c'est du carton. En tout cas, l'une des deux, c'est du carton, donc un papier épais. Oui, un papier épais. Et puis, donc, je travaille très souvent sur des chutes de passe-partout parce que je crée aussi les passe-partout de mes travaux. Quand je les expose, je prépare l'encadrement et puis je récupère ensuite la chute du carton et je travaille sur ces cartons et c'est pourquoi je me retrouve avec des petits formats qui deviennent encore plus petits. Oui, alors on reviendra peut-être là-dessus après. Ouais, mais... on va revenir là-dessus. Technique mixte, effectivement, je travaille assez spontanément en fait dans le choix des techniques. J'utilise des éléments divers comme de l'encre de Chine, j'aime beaucoup, de l'aquarelle, du crayon, de l'acrylique, du néocolore. De façon assez organique, c'est-à-dire que vous n'avez pas prévu à l'avance. Par exemple, pour ces deux œuvres, il y en a une qui s'appelle Chaos et l'autre Oculaire. On va peut-être poser la question aussi sur les titres qui sont assez forts et qui sont très présents dans votre travail en fait. Et donc, il n'y a pas un choix, disons, en amont de la technique. Par exemple, vous ne dites pas, je vais utiliser uniquement de l'aquarelle. Non, ça se fait assez rarement. Et puis quand ça arrive, ça finit toujours par devenir autre chose. Donc, en fait, en principe, j'ai à peu près tout qui est étalé sur mon bureau. Et puis, assez spontanément, je prends ce qui se présente et je réagis à ce qui se passe sur ma feuille. Donc, en fait, j'ai quelques idées, j'ai des inspirations, bien sûr. J'ai un éventail de matériaux, de produits devant moi. Et puis, je prends un peu ce qui se présente sur le moment. Comme ça, très spontanément, très instinctivement en fait. Et vous travaillez en atelier. Oui. Le sujet, aujourd'hui, le fil rouge, disons, c'est la nature, c'est le rapport à la nature, par le rapport des artistes à la nature, ou disons de la place de la nature dans les œuvres de nos deux artistes aujourd'hui. Quelle est donc la nature, on la voit dans certains titres, on la voit dans certaines images où disons, on peut reconnaître quelque chose de végétal, parfois d'animal. Quel est votre rapport à la nature et, disons, quelle place est-ce qu'elle occupe dans votre travail ou simplement dans votre vie quotidienne? Est-ce qu'elle est importante? J'imagine qu'elle est importante, mais voilà. Oui, alors elle est très importante, elle est même centrale en fait dans mon travail. La nature, c'est déjà un espace, c'est très lié à ce que je vis au quotidien, à ce que je parcours au quotidien. Je m'arrête très souvent sur des petits éléments, ça peut être vraiment devant chez moi. J'aime aussi énormément me promener, faire des randonnées. Donc depuis toujours en fait, je viens du Valais, je vis en Valais et je suis entourée de nature et c'est quelque chose qui est très prégnant, qui est très fort et qui se répercute dans mon travail. Comme je disais, ça peut être une source d'inspiration et puis vous disiez justement, je travaille en atelier, alors effectivement, il y a un premier temps, c'est le rapport à cette nature que je parcours, puis après il y a un stade où ça entre dans mes pensées, dans mes rêves, où je digère un peu tout ça et puis où ça va se retrouver exprimé comme ça sur du papier, sur du carton. Ça a été longtemps sur de la toile aussi. Et où là, je laisse un peu plus libre cours à mes émotions, à mon inspiration. Et puis, ça devient quelque chose de plus onirique. D'ailleurs, on le voit dans les deux œuvres qu'on a vues juste avant, ou que peut-être vous voyez encore. Concrètement, on ne reconnaît pas un élément précis, forcément qu'on pourrait relier à la nature. Des fois, les titres peuvent nous mettre sur la piste,
d'autres œuvres sont plus directement représentatives. Celles-ci, elles ont quelque chose de, vous avez dit onirique, de plus abstrait aussi. Mais la nature reste un point de départ de votre démarche. C'est ça. Et vous partez du concret. Donc il faut aller, parce qu'il y a un peu cette image du 19e où on voit le peintre, on imagine l'artiste, c'est le peintre, ça c'est un peu l'image classique qui n'est plus tout à fait d'actualité, qui dessine en plein air. Ça c'est un peu un topos, voilà, qui a été... tout d'un coup, l'artiste est sorti dans la nature pour peindre la nature. Donc vous travaillez en atelier, mais comment se fait le passage de la nature ou de vos promenades, de vos randonnées à l'atelier? Moi, je suis venue dans votre atelier dernièrement, et puis vous m'avez un peu montré, et puis j'ai vu cette boîte que je crois que vous avez prise avec vous. Vous prenez des choses, vous ramassez peut-être des choses. Comment vous amenez la nature dans votre travail? Est-ce qu'elle vient chez vous, dans votre atelier, sur votre table d'artiste? Alors oui, donc c'est vrai que quand je me promène, j'ai tendance à m'arrêter sur des tout petits détails. Ça peut être observer un insecte, ça peut être un brin d'herbe, ça peut être des cailloux. Alors les cailloux, ça c'est ma grande passion. Cette boîte. Donc là j'ai une boîte avec des cailloux. J'en avais énormément jusqu'à il y a une année ou deux, puis après j'ai déménagé. Alors j'ai décidé de les libérer à nouveau dans la nature. Donc j'ai fait une petite balade où je suis allée les reposer dans des différents lieux. Donc c'est assez contemplatif, je pense, comme façon de procéder, j'ai l'impression. Et puis c'est vrai que c'est à chaque fois des éléments que je ramène dans l'atelier qui m'inspirent et puis après que je peux garder. Alors il y en a que j'ai là qui sont plutôt anciens, que j'ai depuis des années. Ça c'est une pierre, je l'avais trouvée dans la région du Saanetch. Puis on reparlera du Saanetch dans un tout petit moment. Ouais. Et c'était un endroit où on allait parfois camper avec mes parents et mes frères et d'autres amis. Et puis j'avais trouvé, c'est une pierre qui est comme fossilisée sur une autre pierre. Et voilà, celle-là, je l'ai depuis très longtemps. Elle me suit un peu partout. Puis sinon, j'ai aussi des roches volcaniques que j'avais trouvées dans différents pays que j'ai visités, comme le Pérou par exemple. J'ai voyagé. Donc la nature, est-ce que c'est une nature montagneuse? Est-ce que c'est donc pas une nature exclusivement valaisanne? Alors non, c'est pas exclusivement valaisan. Alors après, c'est vrai que la montagne, elle m'a toujours beaucoup inspirée. La matière de la roche, je la trouve très intéressante parce qu'elle a un côté organique, vivant et en même temps, ça bouge, quoi. La roche, je pense que Laurence sera bien placée aussi pour parler de ça après. Et en même temps, il y a quelque chose d'inerte, quoi. C'est un caillou, voilà, si on le jette, il tombe, il se casse. Mais en même temps, il vit pas vraiment, quoi. Enfin, c'est une autre forme de vie. Et puis ça, je trouve très intéressant. Là-dessus, il y a des lichens qui poussent, il y a l'érosion, il y a... Vous avez d'ailleurs une œuvre qui s'appelle Lichen Géographie ou Géographique. Géographique. Donc c'est une œuvre peinte sur papier où on reconnaît un peu un lichen. Donc il y a une grande partie de vos œuvres qui sont visibles sur votre site internet à votre nom, donc Laetitia Salamin. On vous trouve très facilement. Et donc, il y a toute une galerie. Et vous pouvez aussi voir ces œuvres. Et donc, cette œuvre-ci, avec le lichen, vous partez du lichen, qui par ailleurs est une matière très ancienne, qui raconte beaucoup de choses. Puis géographique, donc vous rêvez à partir de ce lichen. C'est ça. Et puis, lichen géographique, c'est un peu l'appellation qu'on donne à ces types de lichens. Alors, ce n'est pas le terme scientifique, mais c'est un terme qui vient justement de la forme qu'il déploie comme ça sur les roches et puis où on peut reconnaître justement des pays, des continents. On peut imaginer plutôt que reconnaître, on peut imaginer des sortes d'îles ou de corps flottants comme ça. Et puis oui, c'est vrai que moi ça me fait rêver parce que j'imagine des contrées, j'imagine tout à coup une autre échelle aussi. On est
face à un petit caillou recouvert de lichen, mais on peut y voir des continents, on peut y voir des contrées. On peut vraiment rêver à partir de ça, quoi. Et vous parliez justement de l'échelle, et je pense que c'est aussi quelque chose sur quoi on va revenir après. L'échelle, c'est-à-dire le très grand, le très petit, ou l'intermédiaire, puis où est-ce qu'on se situe, nous, en tant qu'êtres humains. On a toujours l'impression d'être très grand, mais on n'est peut-être pas si grand. Vous allez me dire exactement le contraire. Non, justement, on est assez insignifiant, en fait. Et on a tendance à l'oublier, je pense. Et vos formats, les œuvres qui sont ici à l'Artothèque, dans la collection d'art de la médiathèque, elles sont d'un format donc moyen, on va dire, plutôt petit. Vous parliez de recadrage tout à l'heure. Donc recadrage, ça veut dire qu'on a un élément, donc ça vient du mot cadre, hein, qui entoure quelque chose. Et ça veut dire que vous avez découpé. Et c'est un processus que vous reproduisez souvent. Vous partez d'une œuvre que vous avez réalisée. Vous me dites si je me trompe. Puis ensuite, vous réduisez le format, donc vous découpez. C'est ça, ouais. Donc, pendant longtemps, j'ai travaillé sur des toiles, en fait, sur châssis, montées sur châssis. Et là, j'avais un format donné, et puis je travaillais avec ce format et je composais sur ce format. Donc moi, j'ai une approche qui est très classique, en quelque sorte, par rapport au format, au papier, au cadre. Hein. Donc, voilà. Et puis, il y a un moment donné où j'ai voulu travailler sur quelque chose de plus mobile, on va dire. Le carton, c'est aussi plus facile à stocker, c'est plus facile à empiler. Et ça permet justement cette spontanéité que j'aime beaucoup travailler, cette spontanéité de couper, de recouper, de recadrer. Et puis là, je pense qu'il y a aussi mon intérêt pour la photographie qui entre en jeu. La photographie, c'est pas directement quelque chose que je développe dans mon travail artistique, donc je ne montre pas des photographies. Par contre, si ça peut faire le lien aussi avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que je ramène aussi de mes marches, ce ne sont pas seulement des cailloux, des objets, des éléments de la nature, mais ce sont aussi des photographies que je prends, des lieux que je parcours et qui vont aussi après m'inspirer. Ils vont nourrir votre pratique. C'est ça. Et puis au niveau du recadrage, alors là peut-être je peux profiter de volontiers montrer ce que j'ai pris. Donc là j'ai quelques travaux. Alors, actuellement, je travaille sur de petits formats, comme les formats qui se trouvent ici à l'Artothèque, et même de plus petits formats. Et donc là, j'ai quelques images, quelques œuvres que j'ai prises. Donc, qui sont plus petites que voilà, celles plus petites. Et donc, ce genre de travaux, en fait, j'ai à la base un format qui est plus grand, bien plus grand. Et je travaille assez librement dessus. Et je m'inspire donc de la nature. Ensuite, ça part dans quelque chose d'un peu plus abstrait. Et à un moment donné, je me focalise sur un élément de ce que j'ai fait. Et je me dis, tiens, finalement, c'est ça qui m'intéresse. Et puis le reste n'a plus trop d'importance. C'est un peu le même zoom que j'ai quand je suis dehors dans la nature, en fait. Et je l'ai après sur mon propre travail. Et je me dis, mais finalement, c'est ça que je veux garder. Tout le reste n'est pas si important que ça. Et là, j'ouvre comme une sorte de fenêtre sur ce que j'ai fait. Et puis, je décide de découper et de ne garder qu'un détail. Alors là, il y a de nouveau la notion d'échelle qui entre en jeu, parce qu'on se retrouve avec des gestes qui sont beaucoup plus amples, qui se retrouvent confinés dans un plus petit format, avec des coups de pinceau qui prennent une certaine ampleur par rapport au format donné. Alors bon, je ne sais pas ce qu'on voit à la caméra avec la distance qu'il y a, mais peut-être le plus simple, c'est d'envoyer, si ça vous intéresse, d'aller voir directement sur mon site. Je pense qu'on verra mieux. Et puis ça, alors c'est une petite fenêtre que j'ai ouverte dans une chute de passe-partout, justement, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc le passe-partout, c'est ces fenêtres qui permettent d'encadrer, en fait, c'est ça. Une œuvre. Ouais. Et donc, j'ai décidé de me focaliser à un moment donné sur un 4 sur 4 cm. Donc là, je suis un peu plus grand quand même, un peu plus grand format que le timbre-poste, mais pas beaucoup plus. Et j'aime beaucoup le format carré. Et donc après, je vais sélectionner des éléments de mes peintures qui sont comme ça tout petits.
Et là, j'ai commencé une série, donc j'en ai pris 3. Mais en fait, j'en ai bientôt une centaine que j'ai fait. Et là, on sent qu'il y a donc un véritable processus, parce qu'il y a un mouvement. C'est pas une œuvre, et je pense qu'on va y revenir aussi dans un petit moment. L'œuvre n'est pas faite une fois pour toutes, mais il y a un mouvement aussi simplement sur le matériau. Et l'œuvre n'est pas figée dans un état. En tout cas, elle évolue encore beaucoup dans votre travail. Oui, c'est vrai que c'est très mobile. Et puis, en général, je laisse du temps quand je crée quelque chose. Et puis, ça doit passer l'épreuve du temps. Et bon, encore l'autre jour, à l'atelier, j'ai réalisé une peinture d'un format moyen. Et puis, je l'ai regardée, puis j'ai dit, toi, tu vas bien finir par être coupé en petits morceaux. Parce que, ouais, c'est vrai que c'est... Je sais pas, c'est comme ça, quoi. Et ouais, ça m'arrive de recouper des travaux que j'ai faits il y a 2-3 ans. Ouais. Laurence, on a plein d'éléments qui résonnent, mais qui sont aussi, qui résonnent avec votre travail, mais qui sont aussi différents. Tout à fait. Dans le format, par exemple. Dans le format, par exemple. En effet, vous faites plutôt des très grands formats. Plutôt des grands formats. Et vous allez plutôt vers toujours le plus grand. Voilà, la limitation, c'est quand même le transport. Donc, Le transport. Il y a aussi une dimension là, qu'on a entendue, c'est la place dans l'atelier. Oui, tout à fait. On a quand même cette matérialité des objets. Ce qui est aussi intéressant, c'est le déploiement de l'œuvre, son stockage, sa production. C'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer et sur lequel je me penche de plus en plus. C'est-à-dire que le stockage, pour moi, fait pleinement partie de la démarche. Oui, et même de remettre la matière en circulation. Ensuite, c'est très intéressant. Oui, ça veut dire que l'œuvre n'est pas du tout une finalité, mais juste une étape. Oui, chez vous, le mouvement est très important. J'ai le mouvement au sens large. Tout à fait, les cycles. Alors, peut-être je vous présente en quelques mots. Donc, Laurence Piaget-Dubuis. Vous avez un atelier actuellement à la Ferme Asile, à Sion. Fait, oui, depuis plusieurs années déjà. J'ai beaucoup de chance c'est là que je suis venue vous voir. Plein pied. De plein pied. Le plein pied, c'est aussi assez pratique parce qu'on y arrive. Vous avez aussi un atelier presque de plein pied, pas tout à fait. Il y a une sorte de... Oui, parce que c'est dans un bâtiment industriel, donc il y a quand même le quai de chargement ou de déchargement. Oui, puis de rendre tangible l'activité artistique. Donc matérialiser un espace et un endroit, c'est très important, surtout aussi en tant que femme, on a une existence à part entière. Une chambre à soi. Voilà, exactement. Oui. Et donc, je suis venue vous voir à la Ferme Asile. Vous avez une formation à la fois en graphisme. Tout à fait. Et à la fois en photographie. Voilà, exactement. Je pensais au cadrage. La photographie et vos œuvres. Alors, chez Laetitia Salamin, les œuvres sont les œuvres sur papier, utilisant des techniques différentes, mais qui sont celles du dessin, au sens large. On verra qu'il y a aussi une petite incursion avec le son, mais on en reparle après. Chez vous, c'est la photographie, essentiellement, mais aussi l'installation. L'installation, donc, quelque part, c'est le déploiement de la photographie chez vous dans l'espace ou en 3 dimensions. C'est vrai que c'est une matérialisation d'un état, mais je dois quand même avouer qu'à la base, je viens du dessin et que ça a été une étape d'accepter une sorte d'abstraction photographique, entre guillemets. Je ne vais pas développer le terme, mais c'est toute une étape. Et en tant que graphiste, moi, j'ai commencé... à l'époque où les ordinateurs n'existaient pas, je suis déjà un dinosaure dans le métier, mais en fait on avait un copy-proof, c'était une installation dans une chambre noire pour reproduire les annonces et tout ce qu'on produisait à la main en tant que graphiste sur du papier photographique. Donc il y a déjà cette fascination de la chambre noire. Et moi je me considère comme dans la lignée des graveurs et photographes ou aquarellistes de la montagne. Je prends juste le digital... quel outil de la chaîne graphique qui me permet de faire la photographie, de l'éditer et puis ensuite de la publier comme outil de production, effectivement. Pour travailler sur la transition de la montagne, cet état entre
la transition finalement avec les changements globaux. Donc, parce que chez vous, donc la nature, elle est centrale dans votre démarche, c'est le centre de votre propos. Alors la nature me fait sentir plus humaine et j'irais jusqu'à dire que la nature est ma famille et je fais partie d'elle. Elle m'a permis, finalement elle me permet de me connecter avec mes outils premiers qui ne sont pas la photographie mais qui sont les 5 sens pour moi, c'est-à-dire d'incarner, parce que ça c'est quelque chose qui a été aussi une étape chez moi, c'est de comprendre que la lenteur, on en parlait en amont avec Laetitia, la lenteur de l'incarnation humaine, c'est-à-dire voilà, manger, dormir, le rythme du pas et toutes ces choses-là nous obligent à une introspection, à une observation. Et plus qu'une construction, pour moi, c'est une déconstruction qui est importante. Donc la nature me permet cette déconstruction, cette mise à l'essentiel. Elle est un filtre et un miroir de ce qu'il me traverse et de ce à quoi je dois encore travailler en moi. Oui. Et, ce qui est assez intéressant, je voulais quand même évoquer quelques lieux où vous avez exposé et des lieux où vous avez été invité à prendre la parole, parce que c'est une dimension qui est importante dans votre travail, c'est la transmission. Oui, tout à fait. Donc, vous avez exposé dernièrement dans différents lieux, notamment à Chaumont en France, dans la chapelle des Jésuites, qui a un espace d'art contemporain, dédié à l'art contemporain. Tout à fait, qui est un bâtiment qui est monumental. Oui, on dit chapelle, mais on voit une église en fait. Mais c'est une sorte de montagne quelque part. C'était très beau. Vous avez exposé là. Vous avez exposé également à B. Tout à fait. Plus près d'ici. Aussi dans une chapelle, la chapelle Nagelan. Voilà, qui était désaffectée. Donc, une partie de la population n'y avait jamais mis les pieds depuis très très longtemps. Vous avez exposé là, on va voir après, mais vous pourrez nous dire ce que vous exposez dans ces espaces-là, que vous faites revivre. J'aime bien que vous mentionniez le mot espace, parce que c'est finalement ces espaces-là qui permettent une mise en commun, une réverbération et tous ces aspects, quelque part l'écho de la montagne. Ouais. Et puis, vous avez aussi à la ferme Asile, à l'extérieur de la ferme Asile, vous aviez également proposé des photographies. Tout à fait. Il n'y a pas très longtemps, en 2019, sauf erreur, 2018. Oui. Et puis, un élément important, en 2016, vous participez à ce qui s'appelle Matsa Aletsch. Tout à fait. Qui est une expédition artistique et scientifique menée par Séverin Nguelpa. La première édition d'ailleurs. C'est la première édition, il y en a eu d'autres ensuite, et dans d'autres lieux. Celle-ci, Matsa Aletsch, se passait donc à Aletsch. Vous allez nous en parler, peut-être nous expliquer ce que c'est. Oui. Et puis, c'est qu'à partir de ce moment, peut-être pas à partir de ce moment-là, mais Matsa Aletsch est peut-être, vous me corrigez, le point de départ de l'œuvre de l'Artothèque qui est conservée ici. Oui. Ou a permis, disons, où vous l'avez réalisée en partie là-bas. Peut-être qu'on la montre avant. Volontiers. Puis, donc elle s'appelle Abstrait blanc. Alors il y a quand même... donc c'est un assez grand format, hein, déjà simplement la matérialité, parce qu'on ne se rend pas bien compte quand on voit l'image comme ça. C'est une photographie. Tout à fait, c'est aussi une photographie cadrée, quelque part, ce qui est un peu une évidence, mais le glacier d'Aletsch fait 23 km de long. La photographie fait 30 cm sur 20, donc c'est déjà un parti pris. C'est très difficile de transcrire et de transmettre cette immensité qui m'a complètement bousculée. Mais ce bousculement intérieur, pour moi, il a débuté bien en amont, même quand j'étais très petite, parce que les glaciers, c'est quelque chose qui me touche depuis toujours. Sauf que c'est une prise de conscience, un éveil quelque part progressif. C'est comme si il fallait que je me reconfronte à cet environnement pour retrouver mes origines, retrouver une sorte d'unité dans ma vie. Donc, cette prise de conscience, elle a débuté il y a très longtemps, mais il y a un événement particulier qui est en amont de celui d'Aletsch, qui est le glacier du Rhône, qui
est un moment qui est vraiment à la croisée donc de ma formation et de cette recherche de valeurs. Parce que pour moi, c'est très important aussi de trouver des valeurs et un sens à ma vie en utilisant ce qui ne se voit pas et en le retransmettant quelque part ce qui ne se voit pas avec de la matérialité. Et c'est ça un peu l'ambiguïté. Donc j'étais un peu en porte-à-faux entre mon métier de graphiste qui finalement retranscrit, matérialise des couvertures publicitaires, des emballages, et puis en même temps ma recherche de sens. Et c'est au Glacier du Rhône que j'ai pris conscience que ça faisait un. Donc vous étiez au Glacier du Rhône, vous êtes allé marcher, vous promeniez, je ne sais pas pour quelle raison vous vous trouvez à cet endroit. Alors il y a une particularité, c'est que j'ai un travail alimentaire. J'ai eu pendant 10 ans un travail alimentaire dans l'hydraulique. J'étais responsable dans la communication d'une entreprise valaisanne. Donc j'ai eu accès à beaucoup de lieux de l'hydraulique valaisan. Et finalement, on est dans le château d'eau de l'Europe, donc c'est absolument fabuleux. Et donc dans le cadre d'un aménagement hydraulique à Gletsch-Oberwald, je suis arrivée sur le glacier du Rhône, mais l'histoire a fait une résonance avec des photographies que j'ai retrouvées plus tard dans des archives familiales. Donc j'y étais déjà allée entre 3 et 4 ans, donc c'est une grande histoire. Je ne vais pas pouvoir faire la boucle aujourd'hui, mais en fait, j'ai retrouvé mes origines en venant en Valais il y a 10 ans et ça a été confirmé avec ce passage au glacier du Rhône. Ça a résonné avec votre histoire personnelle. Tout à fait. Oui. Et puis, donc, le glacier du Rhône est bâché dans une partie dédiée au public. Donc il y a des bâches qui protège. Voilà, la fonte sur cette portion en vue d'y construire une grotte annuelle dans laquelle on peut pénétrer sur 300 mètres ou 100 mètres, je ne sais plus exactement, je ne vais pas raconter l'histoire. Et puis, donc en arrivant sur ces lieux bâchés, ça a eu une résonance avec l'histoire de l'art dans laquelle j'ai été baignée, parce que j'ai commencé par le dessin, donc j'ai appris à dessiner des drapés avec les tableaux de la Renaissance. C'était toutes ces choses-là qui... Voilà, les clairs-obscurs, les glacis et toutes ces choses-là. Et quand je suis arrivée au glacier du Rhône, pour moi, j'ai vu un tableau de la Renaissance, le radeau de la Méduse, toutes ces résonances, dont une photographie qui a été beaucoup médiatisée, qui pour moi signifie cette étape, qui est le couple. C'est un couple en silhouette. Une photographie que vous avez réalisée. Voilà, donc qui pour moi est finalement une résonance à l'homme qui marche de Giacometti, qui rentre dans ce glacier. Et ça a été le déclencheur. Par la suite, j'ai aussi essayé d'approcher le projet SMART de la Fondation pour le développement durable des régions de montagne, qui a essayé d'utiliser la photographie pour porter cette problématique et ces questions de changements globaux sur la scène politique et internationale. Et à ce sujet-là, voilà. Excusez-moi, oui. Vous avez participé, on vous a invité souvent à soit exposer, soit prendre la parole. Oui. Notamment à la COP21, COP24. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir exposer. Mais en lien avec le réchauffement climatique, c'est un mot qu'il faut lâcher ici. Oui, effectivement, oui, ça c'est vraiment mon propos. C'est de retranscrire ce qui ne se voit pas, de le rendre tangible et puis de lui donner des émotions et du sens. Parce que c'est vrai qu'on est un peu tétanisés tous par ce qui se passe. C'est très difficile d'être visionnaire dans la période actuelle. Et de pouvoir utiliser les arts comme espace de discussion, de réverbération sur notre rapport avec l'environnement, sans volonté politique ou scientifique, malgré que je collabore régulièrement avec d'autres corps de métier, et c'est là que c'est fantastique. Et là, vous avez donc le glacier du Rhône et peut-être une sorte de déclencheur, de déclencheur fondateur. Tout à fait. Qui cristallise à la fois une histoire personnelle et puis votre intérêt pour notre histoire collective. Oui, tout à fait. Puis à Aletsch, c'est assez fort aussi dans la démarche. Exactement. Nous, peut-être Aletsch aussi, Matza Aletsch, ce que c'est. Oui. Alors 2014, le glacier du Rhône, ça m'a permis de me rendre compte que le réchauffement climatique impactait le Valais. Et donc était quelque part à l'opposé de l'imagerie populaire transmise sur nos contrées voilà, immaculées, magnifiques, le tourisme, le ski, toutes ces choses-là. Donc Matza Aletsch, pour moi, a eu une autre portée, c'est que j'ai pris conscience de l'importance de créer avec ce que j'étais capable de porter.
Donc, vous allez. Le principe, c'était qu'il y avait un groupe d'artistes dont vous faisiez partie et de scientifiques aussi. Oui, tout à fait. On était une petite équipe. Vous vous êtes retrouvés où et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Donc, vous avez marché déjà. Voilà, on est parti 14 jours, dont 10 jours à la cabane Concordia, donc au glacier d'Aletsch. Je vais vous montrer une carte pour retranscrire ce périple. Donc, cette prise de conscience de partir et de créer avec ce que j'étais capable de porter, ça a été donc une volonté de départ. Et c'est très compliqué parce qu'on a toujours plein de choses à se prouver, plein de choses à projeter. Et en fait, peut-être que plus de ce que j'ai ramené du glacier d'Aletsch, je dirais que ce qui est intéressant, c'est plus ce que j'ai déposé au glacier d'Aletsch. Et quelque part, c'est vraiment très important de se rendre compte que de créer quelque chose sans projection, c'est déjà d'apprendre à regarder, d'apprendre à voir et de se laisser transformer. Donc, quelque part, ce que j'essaye de transmettre plus qu'une image ou une œuvre d'art, c'est une émotion, c'est ce sentiment d'immensité, de grandeur, de sobriété. Et c'est très délicat. Aussi, j'ai étudié beaucoup le rapport qu'on a avec les objets et quels sont les objets qui me définissent et qui me rassurent. À partir on a des fois des objets qui sont peut-être déclencheurs chez Laetitia, objets au sens élément en 3 dimensions. Ça peut être un caillou, ça peut être d'autres choses. Chez vous aussi. Alors moi j'ai photographié. Vous avez photographié des objets sur Aletsch, hein? Alors j'ai photographié l'ensemble des objets qu'on a emportés dans toute cette équipe. Vous et toute l'équipe. Voilà. Et c'était très intéressant parce que du coup, toute cette période m'a permis d'aller gratter sur les peurs intérieures. Donc je parle de la matière de ma propre vie déjà. Qu'est-ce qui me rassure? C'était rigolo. Il y en a un qui est parti avec un mètre. Donc un double mètre, donc voilà, c'est 2 mètres de taille et le glacier fait 23 km. C'est très intéressant de se rendre compte. Voilà. Et là, on a l'échelle aussi. Oui, tout à fait. Cette immensité. Alors, je vous montre. Peut-être montrez-nous cette. Oui, expliquez-nous. Alors, avec le micro et la taille, moi j'ai tendance à avoir des grandes choses. Voilà. Est-ce que vous voulez que je la tienne et puis vous la décrivez? Alors, est-ce que je peux me lever? C'est possible, voilà, tout à fait. Alors, je vais me lever. Comme ça, est-ce que vous m'entendez tous bien? Je me déplace un petit peu. Est-ce que ça va comme ça? Voilà. Alors, c'est une carte topographique. C'est 2 cartes topographiques qui ont été réunies. Voilà, micro, pardon. Et qui ont été imprimées sur tissu. On voit une grande ligne rouge qui part du bas, c'est donc l'itinéraire de la petite troupe. Cette grande ligne rouge, elle part de Béalpes et puis ensuite elle va à la Villa Cassel. Et de la Villa Cassel à la cabane Concordia, on a fait ce parcours en une traite de 11 heures. C'était bien la première édition et on est arrivé à la cabane Concordia. On a traversé ce glacier. C'est intéressant de voir la taille. Il est vraiment monumental, j'en parle souvent, mais quelque part, c'est aussi ce que j'essaye de retranscrire dans les formats monumentaux. Le grand format, oui. Et là, il y a la marche qui... Alors, je ne sais pas si elle est fondatrice de votre démarche. Marche. Oui, là, elle est importante chez vous, le déplacement en tous les cas aussi, Laetitia. Oui, absolument, ouais. Il y a besoin de ce mouvement en fait. Oui, parce qu'il dépouille, il recentre. Il recentre, donc oui, tout à fait. Il nous renvoie à nous-mêmes. Oui, je pense qu'il nous renvoie à nous-mêmes et puis aussi peut-être qu'il nous met dans un état particulier. En tout cas, là, je parle pour moi, ça me met dans une espèce de rêverie, d'état un peu comme ça, de méditation, oui, des choses qui peuvent émerger, quoi. Où la pensée avec un devient aussi un peu, un lâcher-prise, une espèce d'automatisme qui se met en route. Ouais. De contemplation. Ouais. Et puis, je finis, après je vais la plier. Donc, la photographie qui est disponible à la médiathèque. Qui s'appelle Abstrait Blanc, qui est une photographie en couleur. Qui est une photographie en couleur, tout à fait. On dirait qu'elle est noir-blanc, mais elle est en couleur. Oui, donc elle est... Voilà. C'est juste ce petit espace ici. Donc, elle est prise depuis la cabane Concordia. Depuis le haut, voilà. Oui. Et puis, on y voit les grandes traînées noires, qui sont les moraines centrales. Je les ai dessinées au crayon sur la carte, on les voit ici.
Et donc, on est en partie, on est monté en marchant sur ces moraines-là. Oui. On marche sur ces moraines. Tout à fait. Entre autres. Ouais. Et il y a le... Donc là, on a le tout grand format. On a l'appareil photographique. Rebondir sur cette image, voilà, qui est une image d'une petite fille qui marche sur une installation de cette photographie qui a été imprimée. Pour qu'on comprenne, c'est que vous faites une photographie qui est celle-ci, hein, celle qui peut être empruntée à l'Artothèque. Tout à fait. Prise sur le glacier d'Aletsch. Et puis ensuite, il y a eu une évolution ou un deuxième pas, voire un troisième. À partir de cette photographie, vous en faites quelque chose d'autre. Oui, effectivement. J'aime beaucoup articuler mon travail en 3 étapes. La première, c'est la prise de vue initiale sur le lieu. Oui. Voilà, c'est un fichier photographique. Ensuite, j'aime beaucoup transformer ça en installation, c'est-à-dire redonner du volume, de la matière, en fait. Donc, parce que c'est vrai que le fichier photographique, maintenant, on est en digital, donc il est immatériel. Oui. Donc, comment vous donnez de la matière, hein? Alors, soit c'est avec des constructions en bois ou des matériaux, des choses sur lesquelles on peut marcher, avec lesquelles on peut interagir. Donc, cette photographie, notamment pour Abstrait Blanc, cette photographie, vous l'avez reproduite, hein? Tout à fait, reproduite sur bâche de 6 mètres sur 4. Et donc, on a Ça prend du volume tout d'un coup, tout à fait. De l'espace en tout cas. Dans un nouveau contexte, alors là, c'est pas significatif dans cette œuvre-là, c'est plus significatif dans la chapelle Nagelin Abbé, où l'installation faisait 15 mètres sur 9, et puis était sur le sol de l'église. Oui, elle occupait vraiment ce couloir central. La totalité du sol de l'église. Voilà. Donc en fait, on avait l'impression, ça s'est inversé, que c'était l'église qui était construite sur le glacier, et pas l'image qui est Et venue. là, on a aussi l'idée un peu de alors, des échelles, tout d'un coup, qui sont... Oui, effectivement. Et puis aussi du recadrage au sens large. Laetitia, vous recadrez, mais c'est-à-dire, vous avez évoqué la photographie d'ailleurs, l'objectif cadre. Mm-hmm. L'objectif, c'est une sorte de... C'est un peu un prolongement de l'œil. D'ailleurs, une des 2 œuvres qui sont à l'Artothèque s'appelle Oculaire. Ouais. C'est pas anodin, l'œil et le cadrage. Mais juste, je crois qu'il y a pas mal, il y a, disons, à plusieurs reprises, un œil présent dans votre travail. Est-ce que là, on n'est pas dans la nature, hein, on est dans quelque chose de vivant, on est dans le vivant. Est-ce que c'est important pour vous, cette présence de ce qui capte, en fait, hein, de ce qui cadre? Alors, on l'a dit. Par exemple, si je vous pose alors une question peut-être plus précise, Alberti, qui est un théoricien et artiste du XVIe siècle, a fait l'analogie entre le cadre du tableau, le cadre qu'on a autour de la télévision. Le cadre, c'est une analogie avec la fenêtre. Et pour lui, le cadre d'un tableau et un tableau, c'est comme une fenêtre ouverte sur un paysage, sur un glacier, sur une rêverie peut-être. Est-ce que ça vous inspire, ça ? Alors oui, absolument, ça m'inspire beaucoup. Le regard qu'on porte sur les choses, lié à notre condition d'être humain tout petit dans cette nature énorme, qui faisons partie de cette nature et puis qui avons en fait aussi le recul sur cette nature, hein, ce qui nous fait dire qu'on doit observer ou protéger la nature. C'est comme si on la regardait aussi un petit peu de l'extérieur, comme si on faisait un pas de côté pour l'envisager. Il y a ça avec aussi votre appareil photo, peut-être? Alors, première prise de distance? Je trouve aussi qu'il y a l'aspect de l'enclos, c'est-à-dire que l'homme conserve par enclos. En entourant? Oui, exactement. Donc c'est aussi très significatif de l'attitude humaine. Là, je suis en train de faire un travail avec le jardin alpin botanique, et donc ça implique la notion de préservation et de valeur. Il faut qu'on entoure quelque chose pour qu'il devienne existant. C'est aussi très intéressant. La photographie, paradoxalement, permet de voir. On va nous montrer ce que l'on ne voit pas. Et là, il y a cet aspect de... que vous avez, d'ailleurs, je crois que le mot, vous l'avez dit aussi, un peu d'invisible. Oui.
parler du jardin alpin. Vous êtes en résidence au jardin alpin botanique. Ça s'appelle le Champais. Floralpes de Champais, Ah, exactement. Laetitia, dans votre travail, vous êtes au plus près, on va dire, du ciel ou du sol? Alors, je pense que je suis au plus près du sol. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux insectes aussi. Je m'intéresse beaucoup aux petits brins d'herbe, aux petits cailloux, comme je l'ai déjà dit. Et je pense aussi par le fait que la marche est aussi ce qui me donne l'élan, ce qui donne l'élan à ma création artistique. Donc le fait de fouler le sol, le fait de marcher, d'avancer, d'aller chercher l'inspiration. J'ai la tête dans les nuages aussi, ça c'est clair. Je rêve beaucoup. Alors là, je parle de rêve, de rêverie le jour, mais aussi de rêves la nuit qui vont après imprégner mon travail. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à préférer les insectes aux êtres humains. Vous m'aviez dit, j'avais dit, est-ce que l'humain est important dans votre... quand j'étais à l'atelier de Laetitia, est-ce que l'humain est important dans votre travail? Et la réponse a été assez directe. Après, vous enseignez, vous avez fait de la médiation, donc l'humain est important quelque part. Mais dans la démarche de Laetitia, elle m'a dit, ouh non, alors l'humain il est déjà bien assez présent. L'humain est très important chez vous, mais peut-être juste pour finir avec ce monde de... Je dis l'invisible, mais c'est quelque chose, chez vous, il me semble que c'est aussi fort. Vous recherchez quelque chose qui se passe un peu sous nos pieds, quelque chose qu'avec nos yeux, on a de la peine à sentir ou à voir. Ouais. Oui, alors c'est quelque chose que je recherche et qui m'intéresse, que j'aime me faire émerger dans mon travail. Alors on a parlé des insectes. Peut-être là, je peux vous montrer. Oui, vous en avez un. Les insectes reviennent, évidemment. Alors, ils reviennent dans certaines œuvres. Hein. Voilà. Alors bon, là c'est un insecte un peu particulier parce qu'on n'est pas vraiment un. Enfin, c'est inspiré d'un insecte de la famille des Aphroforidés, des cercopes qu'on les appelle. Non, ça c'est les cercopidés. Ouais. C'est des scorpions. Vous n'avez pas parlé d'un scorpion une fois, non? Ah non, un capricorne. C'était un amblypige et puis un capricorne aussi, ouais. Alors oui, et puis c'est encore une fois lié à des rencontres parce que ce sont des insectes qui sont à un moment donné soit entrés dans ma chambre, soit que j'ai vus dans une prairie sur lesquelles je me suis concentrée, que j'ai photographiées. Et puis les insectes qu'on a parfois tendance à mépriser ou à vouloir écraser ou qui peuvent nous répugner. Hein. Les insectes sur les glaciers aussi, ça c'est les puces sur les glaciers. Oui, oui, tout à fait, qui ont de l'antigel, une sorte d'antigel. Parce qu'au jardin alpin, évidemment, d'un coup, vous vous intéressez à une dimension qui était... C'est le tout petit. Le tout petit. Alors que jusqu'à maintenant, c'était plutôt dans le très grand. Voilà, mais c'est une manière de me bousculer, c'est de sortir encore de ma zone de confort et puis et de bousculer les certitudes parce que voilà, je voudrais pas que mon travail soit une recette. Il faut oser tout remettre en jeu et partir à la découverte. C'est vrai que là, actuellement, je m'imprègne de la botanique et des enjeux liés à la montagne sur les végétaux. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout abordé jusqu'à maintenant, mais j'ai la chance d'être... en résidence. En résidence et puis d'avoir une équipe qui m'explique les choses. Donc des scientifiques. Que je puisse les retranscrire, ouais, exactement. Et d'ailleurs, Laetitia, vous avez des carnets dans lesquels vous prenez des notes, je ne sais pas, qui sont constitutifs aussi de votre démarche. Oui, absolument. Et pour les insectes, il me semble que vous aviez montré tout d'un coup, entre deux pages, un insecte, expliquez-nous, dessiné, croqué sur le motif. Alors, c'est pas directement sur le motif, c'est plutôt donc. Ça m'évoque la science aussi. Oui. Voilà, donc c'est pas sur le motif, c'est plutôt d'après des photographies, comme je disais tout à l'heure. Et puis, alors là, j'avais parlé justement des cercopidés et des aphroforidés qui se retrouvent ici. Donc, ça m'intéresse aussi d'aller voir justement un peu plus, de manière un peu plus scientifique à quelle famille ces petites bêtes appartiennent. Vous avez mis les mots latins, les noms latins. Oui, avec des petits croquis. Et puis à côté, j'ai d'ailleurs une référence à
L'art de marcher de Rebecca Solnit. Les lieux se donnent à qui se donne à eux. Voilà. C'est quelque chose qui est... Je trouve très intéressant ces similitudes parce que les deux, on part du réel, en fait. Oui. Et c'est vrai que la science nous permet de comprendre. Moi, j'apprécie énormément quand les scientifiques prennent du temps pour nous expliquer, parce que finalement, c'est deux métiers de niche. Le scientifique est aussi assez isolé, il est aussi dans l'observation. Il y a des similitudes entre art et science, et on a tout intérêt à collaborer. C'est vraiment fantastique, on pourrait en parler des heures. Moi, j'ai aussi des carnets de voyage, quelque part, qui permettent de consigner nos observations en vue de les laisser, voilà, j'appelle ça des cahiers laboratoires, en vue de laisser pousser et puis de faire des liens, des convergences entre les prises de conscience. Et en parlant justement des... Vous voulez nous montrer... Oui, vous étiez donc sur le glacier d'Aletsch. Quand on pense quand on consigne un récit, vous avez des carnets, vous avez aussi consigné certains récits, je pense plutôt aux rêves. Oui, j'ai un carnet de rêves que j'alimente. Donc, avec un passage par l'écriture. C'est ça, ouais. Laurence également. Ah oui, moi j'utilise beaucoup l'écriture. Beaucoup l'écriture. Et à Aletsch, et c'est un de vos carnets personnels. Hein. Il a une très jolie couverture, mais c'est votre carnet personnel, c'est pas un carnet publié. Non, c'est le vôtre. Pour l'instant, il y a très peu de carnets publiés. J'espère pouvoir en publier un bientôt. Vous étiez à Aletsch. Alors, qu'est-ce que c'est que ce carnet où vous avez consigné aussi des mots, des phrases, des récits? Alors, la photographie et finalement les carnets, en tout cas, en l'occurrence celui-ci, les récits, me permettent d'aller aux rencontres de l'autre, en étant finalement derrière, en étant caché. Parce que ce qui m'intéresse à travers tout ce travail, c'est pas de la mise en avant de moi-même, c'est de la mise en avant du commun. Finalement, d'aller chercher dans le commun ce qui nous identifie en tant qu'individus. Et ce carnet, c'est donc des récits des gens que j'ai rencontrés sur le chemin ou autour de ce projet d'Aletsch et qui m'ont écrit dans un carnet des récits. Parce que ce qui est intéressant... C'est eux qui ont écrit directement. Tout à fait, donc ils ont pris une page. Et que vous avez retranscrit après pour certains, on peut voir sur votre site d'ailleurs. Oui, exactement, j'ai tout réécrit, mais donc c'est des écritures personnelles. Oui. Et vous leur avez posé une question de départ. Alors, voilà, j'essaye de trouver mes mots parce que c'est vrai que c'est difficile de tenir le micro, de regarder la caméra et puis de tenir le... C'est vrai que je le tienne, mais c'est la notion de mémoire qui pour moi est important. Parce que c'est aussi quelque chose qui ne se voit pas. Et en l'occurrence, tous ces récits parlent exactement du souvenir. Racontez-moi un souvenir lié à un glacier suisse ou d'ailleurs. Et il y a une petite anecdote. Un des récits, l'homme qui me l'a indiqué, me dit que quand il était enfant, il pensait que les deux moraines qui sont sur la photographie abstrait blanc étaient des traces de voiture. Alors, je vais vous laisser avec cette pensée parce que c'est très, très beau. Et là, il y a cette mémoire. Donc là, on a des récits qui sont les récits des autres et qui forment une histoire collective. Vous avez donc des carnets où vous consignez des rêves. Oui, alors j'ai des carnets où je consigne mes rêves, mes propres rêves, exactement. Donc des rêves que je fais la nuit, quand je dors ou quand je dors pas si bien, faut croire, parce que ça a tendance à me réveiller. Et puis, ces rêves vont ensuite, pour certains d'entre eux, se concrétiser soit en des images, soit en des objets. Je vous avais montré quand vous étiez passé à l'atelier. Oui. C'est aussi quelque chose qu'on peut voir sur mon site internet, si jamais. Et donc, l'idée, c'était d'aller ramener des éléments de ces rêves, de les concrétiser pour montrer, en fait, un aspect que je trouve assez intéressant et puis qui est aussi abordé par Bachelard. C'est que en fait, on est plus conscient quand on rêve que quand on est éveillé. On parle souvent de l'inconscient, mais c'est quelque chose qui m'inspire dans le sens où, oui, quand on rêve, en fait, on a toute une partie de notre cerveau qui fonctionne malgré soi, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser, et puis qui fait ressurgir des éléments qu'on a pu voir la journée ou qui font partie de notre histoire ou peu importe, et puis qui va connecter tous ces éléments de manière assez étrange. Parfois, on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour
on voit apparaître telle ou telle chose. Et puis, donc, sans le filtre de la raison, finalement, il y a toutes ces choses qui s'expriment. Et puis, il y a une espèce peut-être de conscience plus forte du fait qu'on ne peut pas censurer, on ne peut pas s'auto-censurer. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et après, d'aller ramener ça dans au jour, si on veut dire, en concrétisant des éléments. Alors là, concrètement, sur mon site, on peut voir des objets dont j'ai rêvé, que j'ai recréés en 3D et puis qui ressurgissent. Alors, il peut y avoir des éléments liés à l'animal, donc à la nature, au thème qu'on aborde aujourd'hui, le cerf-volant, par exemple. On a justement deux bois de serre assemblés. Là, il y a aussi le petit texte qui va avec, dont l'écriture est aussi importante, qui raconte mon rêve. Et là, c'est plus une quête en fait personnelle. Oui, c'est ça. En lien avec votre inconscient. C'est ça. Et après, c'est vrai que là, c'est plus quelque chose de personnel. Sinon, l'être humain dans la nature, ça sera il va plutôt m'intéresser pour les traces qu'il va y laisser. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est la trace, le vestige en fait laissé, qu'on peut voir aussi ressurgir actuellement dans les glaciers avec la fonte des glaces. Et là, ces récits, c'est des formes de traces aussi. Tout à fait, oui, exactement. Des mémoires des gens qui ont habité un lieu et puis qui pensent. Et c'est très important. J'ai écrit ce petit texte qui dit « L'oubli est perte, le souvenir un relais ». Le souvenir est un relais, donc le souvenir permet d'avancer. Dans le cadre des glaciers qui sont en disparition, puisqu'un quart des glaciers va perdurer d'ici la fin du siècle selon les scientifiques, le souvenir est très important. Le récit, le paysage, la photographie et toutes les traces que les artistes ou les scientifiques peuvent consigner sur ce qui était. Il y a aussi cette notion de savoir qu'est-ce qu'on aimerait conserver, puisque perdre, on va de toute façon perdre. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on aimerait conserver. Donc la valeur le focus devient sur ces éléments de mémoire, puisque ça va très vite maintenant. On a une accélération du temps. Oui. On a parlé aussi du temps long. Je trouve intéressant, qu'est-ce qu'on aimerait conserver. Moi, ce qui m'intéresse dans la trace, c'est ce qu'on laisse derrière soi, mais aussi comme dans une espèce de projection dans le futur. Comme si, pour moi, la trace, c'est aussi ce qui pourrait rester de l'être humain dans une optique post-apocalyptique. Donc moi, j'aime bien faire disparaître l'être humain des images, non seulement pour montrer ce qu'il a laissé derrière lui, mais ce qu'il pourrait aussi laisser si une fois il n'était plus là. Et j'aime plutôt donner la parole aux cailloux, aux insectes, à tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on a tendance à écraser en fait. Parce que finalement, si on regarde la nature dans laquelle on évolue et dont on fait partie, on est comment dire, un organisme ou une créature qui est plutôt assez peu intelligente, parce qu'on est en train de détruire l'environnement dans lequel on vit. Et si on observe les insectes, par exemple, ils ne font pas du tout ça. Eux, ils sont un peu plus malins. Ils sont plutôt en train de vivre avec ça, de faire avec et de créer et d'alimenter leur habitat. Voilà. Nous, on essaye de se dépatouiller. Alors, on est en mode survie aussi, mais en même temps, on est en train de s'autodétruire. Donc, et là, est-ce que la création, du coup, artistique, elle peut être visuelle, en 3 dimensions, quel est son rôle, si elle en a un, ou qu'est-ce qu'elle peut amener les vecteurs. Dans votre ressenti, vous, par rapport à cette situation-là, par rapport à cette nature qui évolue, et puis à l'humain qui prend beaucoup de place, mais un temps tout d'un coup qui se rétrécit. Elle questionne. Je pense qu'en tout cas, ma pratique, plus que donc elle n'affirme absolument pas, elle questionne. Donc elle se veut vecteur. Et d'où d'ailleurs des installations qui évoluent. Oui, à Tiroir, mais j'aimerais évoquer une pièce qui est une capsule temporelle qui est déposée à la cabane de Pras-Rocher. Une capsule en acier. Donc, qui est déposée à l'intérieur de la cabane Pras-Rocher, je précise, parce qu'elle n'est pas du tout dans le glacier, puisque le glacier disparaît, donc ce n'est pas le bon plan de la poser là. Elle est vissée, elle est visible au glacier de Tsanfleuron, donc au Diableret. Et dans cette capsule, il y a des photographies prises pendant 3 ans du glacier, ainsi que des objets représentatifs de notre civilisation. Et donc, j'ai mis des objets à usage unique en plastique. Donc, paille, touillette, verre à vin blanc,
sacs méduses, les sacs dans lesquels on met les fruits et légumes. Et en fait, ces traces, en fait, ce qui représente nos traces qu'on laisse. Voilà. Qu'est-ce qui demeure? Ce qui demeure. Et puis aussi, c'est de mettre notre temps ici sur Terre, donc la notion de 80 ans, comme mesure finalement des changements qui sont perceptibles sur l'environnement. Oui. Et est-ce que du coup, l'art pour vous, c'est une manière... Donc, Laurence Piaget, souvent on vous présente comme une éco-artiste. Oui, tout à fait. C'est pas du tout c'est pas du tout de l'ego, au contraire, c'est quelque chose qui... oui, mais c'est très intéressant parce que c'est maintenant devenu un peu un terme à la mode. Mais voilà, il y a cet engagement-là. Oui, et puis il est réel parce que je me déplace réellement à vélo, je possède réellement qu'un matelas et une chaise, en plus de mon atelier, certes, qui est très plein, mais j'ai vraiment fait un gros travail depuis à Letch, où je me suis rendu compte qu'avec ce que j'avais dans le sac à dos, c'était suffisant. Et en fait, ça a été une grosse prise de conscience. Mais c'est difficile de faire au monde, en fait, cet allègement. Et Laetitia, vous avez peut-être une démarche un peu... La nature est aussi une manière... Est-ce que c'est une manière je sais pas, d'avoir un accès à quelque chose qui nous dépasse, à l'invisible, ou alors vous permet aussi de vous recentrer et de vous questionner. Parce qu'on a vraiment cette dimension des rêveries, des carnets, avec plus une démarche en lien avec votre personne, avec votre propre rapport au monde, qui est moins dans le collectif, même si vous êtes connecté au monde. Mais il y a plus une réflexion de l'intime, j'ai l'impression. Oui, je pense que c'est peut-être un peu plus dans ce sens, quelque chose d'un peu plus intime, ou en tout cas contemplatif, peut-être un peu mélancolique aussi. Donc on voit qu'on a... La nature, c'est pas juste les arbres, la montagne. Dans l'art, là, on a deux démarches qui se rejoignent. On pourrait parler encore bien davantage, parce que vous avez des points communs, mais aussi c'est un rapport à la nature et une manière d'intégrer la nature dans votre travail qui est différente, mais qui montre comment la nature, en fait, est multiple. Et comment l'art, en fait, la création artistique peut amener quelque chose et nous faire voyager d'une manière ou d'une autre. Vous avez chacune vos chemins. Et je crois que simplement, le public, on peut aller voir les travaux de ces deux artistes, donc de Laurence Piaget-Dubuis et de Laetitia Salamin, sur leur site internet. Actuellement, on ne voit pas beaucoup de choses hors de ce support, mais ça va venir. Vous aviez aussi une exposition qui a été annulée dernièrement. Tout à fait. Alors, il y a les affiches artistes d'ici que je peux évoquer, qui sont encore visibles jusqu'au 4 mars. C'est prolongé dans la ville de Sion. Tout à fait. Et puis, vous avez donc, voilà, je crois qu'il faut aussi aller voir sur vos sites respectifs, et notamment, je trouve aussi intéressant, passer en écho avec votre démarche. Laetitia Salamin a certaines œuvres qu'on n'a pas pu écouter parce que le temps file, mais des œuvres sonores, c'est-à-dire que, en fait, vous avez des peintures sur lesquelles quelqu'un, alors dites-nous juste en 2 mots, oui, en 2 mots, ouais, a fait une création sonore. C'est ça. Donc en fait, moi j'ai réalisé des peintures qui ont ensuite inspiré Noé Zuffray, qui est musicien et qui est mon mari, et qui a choisi certaines de ses œuvres et qui a réalisé une composition sonore qui vient donner une sorte d'écho à l'image. Et puis, c'est possible, donc, si ça vous tente, d'aller sur mon site internet et puis de cliquer sur les œuvres. Il y a un petit logo, un play sur certaines d'entre elles. Puis vous pouvez voir l'image et écouter le son en même temps. Ça amène en fait une autre dimension comme les vôtres où, voilà, nous, en tant que spectateurs, on devient un peu des acteurs et on peut s'approprier ces œuvres-là avec aussi notre propre ressenti. Tout à fait. Moi, je vais avoir un événement au Jardin Alpin au printemps avec une comédienne qui va remettre en acte et en mouvement des textes qui ont été écrits sur les 4 saisons. Donc voilà, on a tout d'un coup d'autres voix en fait qui viennent, et puis la nôtre, je crois qu'elle est importante en tant que spectateur. On a le droit de s'approprier aussi ces œuvres-là. Tout à fait, pour donner une épaisseur à quelque chose, une résonance intérieure, un émerveillement.
de la joie, tout un tas de choses qu'on aimerait faire transmettre aussi. Par vos travaux. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci au public. Merci. Et puis à tout bientôt. Alors, il y a des questions. Nous avons une question qu'on nous transmet. Comment Laetitia définit son œuvre? On y a un petit peu répondu. C'est vaste. Oui, donc on a parlé de la matérialité. Oui. Et puis de cet aspect, vous venez, je crois, de le dire, qui est aussi parfois contemplatif. Lié à la rêverie, lié à une démarche très instinctive, très spontanée. Donc oui, il y a conceptuellement l'intérêt pour la marche, pour la représentation, pour le cadre, la fenêtre, si on veut, l'échelle. Mais après, sinon, c'est très intuitif, c'est très lié à des émotions, à un vécu personnel et un intérêt pour les petites choses. Voilà, si ça peut peut-être résumer et répondre à la question. Alors voilà, je crois que c'est aussi un peu le... Voilà, quand c'est filmé et que le public est un peu à distance, voilà, les questions s'arrêtent là. Il y en aurait sûrement eu d'autres, peut-être si on était tous ensemble la prochaine fois. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Véronique Marais. Merci à la médiathèque. Et tout bon week-end.